Bienvenue à tous les amis dans ce nouvel épisode de Planète Ingé, le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Ce podcast est entièrement coproduit avec vous, ses auditeurs, avec pour objectif de le faire grandir sans qu'il ait besoin de faire appel à de la publicité pour continuer d'exister. Alors si vous aimez l'émission et que vous souhaitez aider Planète Ingé, vous pouvez faire un don direct sur la page Tipeee de l'émission qui se trouve à l'adresse soutenir.planeteinger.fr. L'argent récolté sert à payer les charges de l'émission, la publicité pour le faire connaître, mais aussi l'équipement et les déplacements pour plus de super interviews sur le terrain. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. N'oubliez surtout pas de vous abonner et je vous laisse en compagnie de l'invité pour un nouveau super épisode de Planète Ingé. Bonne écoute! Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Planète Ingé. Voilà, je me suis pas trompé sur le nom. On a rebrandé pendant la pause. On attaque cette deuxième saison et j'ai le plaisir d'inviter Arthur Delassus, qui est ingénieur spécialisé dans l'empreinte carbone. Tu as d'autres casquettes aussi et d'ailleurs, je te laisse te présenter aux auditeurs. Ouais, bonjour, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, j'ai une formation d'ingénieur généraliste. Je me suis spécialisé, dans le climat parce que je me suis rendu compte que c'était une question, urgente, importante, et critique pour nos sociétés. Je suis aussi devenu maraîcher. Je suis maraîcher, maraîchage diversifié au sud-est de Paris. Ma femme est éleveuse de poules pondeuses. Avant, elle travaillait en RH à La Défense. Et puis, voilà, créateur d'ateliers post-fresque du climat pour continuer à sensibiliser le grand public et que le niveau de connaissance, monte. Je D'accord, suis OK. ce soir, enfin, aujourd'hui avec toi parce que, ça continue à être dans ma mission, mais à raison d'être de continuer de parler sur ces sujets. Tout à fait. Alors, on a décidé de découper cet épisode en 2 parties. Donc la première partie, on va parler un petit peu, de qu'est-ce que l'empreinte carbone d'un individu? Essayer de comprendre comment a été définis les objectifs d'empreinte carbone pour les citoyens français. Parce qu'on parle d'objectifs de 2 tonnes de CO2 par an par, citoyen, mais il faut déjà, comprendre comment cet objectif a été défini. Et la deuxième partie, on va, essayer de parler d'actions concrètes. Qu'est-ce que je peux faire moi au quotidien justement pour réduire cette empreinte carbone? C'est pas si simple quand on fait son test d'empreinte carbone sur les questionnaires en ligne. On se rend compte que, aujourd'hui, on a des chiffres qui sont, largement au-dessus de l'objectif et il faut définir des actions concrètes pour, faire sa part des choses sans évidemment sans culpabiliser les gens. Avant d'entamer la première partie, est-ce que tu peux nous expliquer donc la casquette que tu as, qui est cet animateur, ce créateur d'ateliers pour justement, à destination, des professionnels ou des particuliers en entreprise, pour réduire alors ou leur expliquer le plan d'action de mise en œuvre de cette empreinte carbone post-fresque du climat? Je te laisse 5 minutes pour nous expliquer un petit peu tous ces jargons, qu'on vient de donner. Oui, avec grand plaisir. En fait, nous, ce qu'on veut, proposer aux participants, c'est de pouvoir rentrer concrètement et de manière positive dans la transition écologique. Souvent, comme tu l'as dit, il y a la fresque du climat qui est un atelier en 3 heures qui permet de comprendre le problème du réchauffement climatique. Sauf qu'à la fin de cet atelier, les émotions des participants, c'est parfois, bon, de la peur, de la colère. Il y a un débriefing qui est un peu axé sur l'action de ce qu'on peut faire, mais ça le problème est tellement gigantesque, tellement complexe, multi-échelle que, on reste un peu sur sa faim et l'atelier, il a été fait comme ça, designé comme ça et c'est très bien et c'est une très, très grande réussite. Hem Et alors ensuite, en fait, ça appelle d'autres choses et donc, nous, on a créé avec donc Amaury Lotu, on a créé un atelier qui s'appelle Horizon décarboné et qui permet, de répondre à une question qui est quand même assez vertigineuse, c'est à quoi ressemble une vie bas carbone? On est à peu près en France à 10 tonnes de CO2 équivalent, on expliquera, hem, d'empreinte carbone par personne en moyenne. L'objectif, c'est 2 tonnes, donc c'est une division par 5 de nos émissions de CO2 et c'est hors de question de diviser toutes nos activités par 5. On va pas diviser notre surface de logement par 5, nos kilomètres de voiture par 5 et cetera et cetera et cetera. Il y a des chiffres, voilà. Et donc, il y a beaucoup de choses à changer. C'est et personnel et collectif et aussi structurel. Et donc nous, l'atelier, il permet de comprendre ça en jouant. Et pour nous, c'est hyper important que ça soit pas un cours magistral par un sachant, mais bien, un atelier où des participants jouent, avec des cartes et puissent rentrer, et répondre à cette question de manière simple.
Ouais, parce qu'en fait, ce qui fait la force de la fresque du climat, c'est justement, c'est un peu cette gamification du sujet. Ouais, On pense exact. que et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire l'épisode aussi aujourd'hui, on pense que les gens, quand on en entend parler, comprennent tous les enjeux autour de tout ça et quel est l'impact de leur action quotidienne ou quelles sont, l'interconnexion des écosystèmes, entre eux. Que ce soit au niveau, national, européen ou international et c'est important de comprendre un petit peu comment tout ça s'articule, et grâce à cette gamification justement, ça permet de rendre les choses beaucoup plus ludiques. Ouais, complètement d'accord. Ce qui fait que nous, on a vraiment essayé de copier la recette, de la fresque du climat. Donc la fresque du climat, ça se joue en 3 heures. C'est assez long. Il y a une barrière à l'entrée, mais en fait, ça te permet de rentrer dans un sujet et voilà. C'est en France 3 heures OK, aussi. Il y a un animateur, qui, fait jouer 2 groupes de personnes sur 2 tables différentes. Donc nous, on refait la même chose avec Horizon Décarboné et dans la fresque du climat, il y a des cartes qui sont des petits bouts du réchauffement climatique qu'on met en lien les unes avec les autres. Et nous, on fait un peu la même chose. Il y a des cartes qu'on va mettre qui sont nos actions quotidiennes, qu'on met en lien les unes avec les autres. Et ce qui est important, de voir, c'est que nous, on ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire. On leur dit: «Vivez à 2 tonnes». On rentrera un peu dans le détail, mais on ne dit pas ce que doivent faire les gens. Et ce qui est aussi, très important, c'est d'avoir des ordres de grandeur. Hem, pour, qu'effectivement pour l'instant, quand je discute, avec des gens dans la rue, de manière générale, voilà, la connaissance n'est pas encore trop là. C'est OK, bah, écoute, c'est très clair. Bah, je te propose qu'on attaque un peu la partie un peu, ouais, contextuelle de notre discussion du jour. Moi, je suis friand en tant que citoyen de savoir qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour, réduire mon empreinte carbone, mais j'ai besoin de comprendre un petit peu dans quoi s'inscrit l'objectif qui a été, entre guillemets, «défini» pour le citoyen, français. Donc on va faire un petit zoom sur qu'est-ce que la neutralité carbone déjà? Parce que, à chaque fois on entend parler, que ce soit au niveau européen, français ou même au niveau des entreprises, on essaye d'être neutre en carbone, en oui. empreinte carbone et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Ouais. sur ce concept de neutralité? Ouais, ouais, super question. Alors, tous les pays du monde, à peu près, se sont mis d'accord, et ont signé l'accord de Paris qui dit: «On aimerait que la température n'augmente pas au-delà de 2 degrés par rapport à la température pré-industrielle». Parce que quand on brûle des énergies fossiles, on met du CO2 dans l'air. Cette, CO2 réchauffe, la Terre et elle s'est réchauffée de 1,2 degrés par rapport à la période pré-industrielle et on aimerait que ça soit bien en dessous des 2 degrés, donc il nous reste 0,8 max et qu'on essaye même d'augmenter les efforts pour, limiter le réchauffement à plus 1,5 degré. On est déjà à 1,2, il faudrait max 1,5. Et donc le problème, c'est que plus, l'augmentation des températures est proportionnelle à la quantité totale de CO2 qu'on met dans l'atmosphère. Donc, plus on en met, plus ça se réchauffe. Et donc tant qu'on continue à mettre du CO2 dans l'atmosphère, le climat se réchauffe. Donc à un moment, il faut arriver au moment où, on ne rajoute pas de CO2 dans l'atmosphère et c'est ce qu'on appelle la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est le moment où ce qu'on émet, parce on en émettra toujours un petit peu, ce qu'on Mmh. émet en CO2 est capté par les océans et la photosynthèse. Donc les arbres, les plantes poussent près du CO2 et gardent le carbone et rejettent l'oxygène qui nous permet de respirer et le CO2 est dissous dans les océans. Et donc quand on arrive à cet équilibre au niveau planétaire, il est valable au niveau planétaire, alors, le réchauffement climatique arrête d'augmenter, les températures arrêtent d'augmenter. Donc c'est-à-dire on a une référence. Ouais. On est déjà, plus haut que cette référence. On a augmenté la température globale de 1 ou 1,5, je sais même pas où on est aujourd'hui. Je sais pas si tu sais ça? Oui, à 1,2, ouais, On est 1,2. déjà à 1,2 pour un objectif, pour être entre guillemets «pour être bien» 1,5 et surtout ne pas dépasser le 2 parce qu'on voit qu'après une fois qu'on dépasse ces températures, on a une accélération des phénomènes et cetera. Donc toi, tu dis pour arriver à 1,5-2, il faut qu'on arrive à équilibrer, l'empreinte carbone pour que équilibrer entre ce qui est émis et ce qui est absorbé naturellement, par, l'écosystème, terrestre, on va dire et c'est ça qui est important. Oui, oui, tant qu'on n'y arrive pas, le problème empire. Ça c'est très, très clair. Tant qu'on n'arrive pas D'accord. à la neutralité au niveau planétaire, le problème empire. Sachant que donc il y a les émissions d'un côté, nos émissions, des sociétés humaines et de l'autre côté, donc il y a les plus naturelles que tu as citées et on pourrait rajouter, ça existe pas actuellement, mais ça pourrait exister dans le futur, des absorptions, artificielles où on capte du CO2 dans l'air, et Ouais. on le ferait sous terre.
Ouais, alors si d'ailleurs, on a fait enfin, c'est un super épisode avec, Samuel Laitier, qui était, vice-président de la recherche chez Total pour le carbone capture. Je vous Mmh mh. renvoie à cet épisode puisque tu faisais capture. Donc on a, carbone capture pour les émissions industrielles et même on a la captation du CO2 dans l'atmosphère. C'est des projets dont on commence à Comment? parler, qui sont en cours de déploiement. Je sais pas toi si tu suis un petit peu, ces évolutions-là? Oui, oui, je les suis, de loin, on va dire. Moi, ce que je regarde beaucoup, bah, c'est en fait, c'est les scénarios, du GIEC, donc l'ensemble des scientifiques qui font la synthèse de la littérature scientifique sur le sujet, ou je regarde aussi particulièrement les rapports de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, et qui, font des scénarios qui disent: «Et bah, à horizon 2050, où est-ce qu'on pourrait être en termes d'absorption naturelle ou artificielle?» Et tiens et d'ailleurs par rapport à ça, je vais te demander ton point de vue. Tu vas voir pendant l'interview, j'aime des fois poser des questions un peu tricky, mais Oui, on a souvent, 2 un point de vue, général dans les et je te classe pas du tout comme, écologiste, oui, politique parce que mais dans chez les écologistes politiques, on aime beaucoup entendre la petite chanson qui est un le technologisme, le mirage technologique ne nous n'apportera rien oui. et la technologie de capture carbone, par exemple, n'apportera rien et c'est détourner les gens, de ce qu'il faut faire. Or, tu l'as dit toi-même, quand on lit les rapports du GIEC, le GIEC fait des recommandations technologiques pour aider à atteindre cette neutralité carbone. Donc, qu'est-ce que toi t'en penses déjà? Pourquoi on insiste tant sur pourquoi les écologistes politiques essayent à tout prix de démonter ce mirage technologique? Ouais, c'est une super question. Alors petite précision, le GIEC fait pas de recommandations, ils font la D'accord, synthèse de ce que disent les études scientifiques, et donc s'il y a des études qui disent, et ben, on peut mettre à ce niveau-là, de la capture artificielle, ben, ils le disent, voilà. Hem, de mon point de vue, alors, en fait, il varie avec le temps. Ça, moi, c'est hyper important que je le dise, c'est que, au fur et à mesure que je rentre dans le sujet, et je change d'avis, en fait, parce que, voilà, il y a des informations complémentaires. Et alors, je vais répondre, mais justement, ce qu'il faudrait avant, c'est que, et ça m'a pas mal fait changer d'avis sur cette histoire de capture artificielle, hem, c'est qu'en fait, actuellement, on est en France à ces fameux 10 tonnes. Hem, 6 tonnes, de juste de CO2 au niveau, mondial. Si on prend les émissions de CO2 au niveau planétaire, on divise par la population mondiale, on est à 6 tonnes. Et l'objectif, par exemple, dans l'AIE, l'objectif est à 0,2 tonnes de CO2 seulement. Par personne en 2050. On fait en gros à 10 000 000 fois 0,2 tonnes par personne égale 2 000 000 de tonnes, et ça, c'est quelque chose qui pourrait être capté. En fait, heu, le il faut penser en système, parce que le CO2, il faut qu'il soit capté quelque part, mais par exemple, si, on met plus de forêts, ben, on a moins de d'endroits pour pousser de la nourriture, et donc ça veut dire des changements dans notre alimentation, par exemple moins d'élevage. Donc en fait, il faut penser système, et ce dont je me suis rendu compte, c'est que, heu, il y a 2 choses, et pour l'instant, c'est un, ces technologies n'existent pas, et donc c'est un pari donc d'accord, c'est un petit à grande échelle, et 2, sans passer, ça suppose des choix, sociétaux vraiment très importants. Donc d'accord, voilà, et et c'est comme ça aussi d'ailleurs qu'on a conçu Horizon Décarboné. Ce que nous on préfère, c'est donner des données sûres, fiables, les plus complètes possibles, et que les citoyens font leurs arbitrages en conscience avec ces informations. d'accord, je comprends. Après en termes de technologie, ce qui est intéressant, c'est que par exemple sur la capture de carbone, quand tu écoutes, Samuel, il nous explique qu'en fait, c'est des technologies qui existent depuis quand même, une bonne dizaine d'années, voire plus et qui en fait sont pas déployées au niveau industriel parce que les industriels qui sont pourtant, en partie responsables d'un certain volume d'émissions, estiment que c'était pas de leur fait, et de leur responsabilité, de compenser et de mettre en place ces technologies et qu'ils attendent d'ailleurs toujours, notamment aux États-Unis et en Europe, des compensations financières, des États. Alors que, quand même le principe de pollueur-payeur est un concept plutôt, intéressant et Oui, déjà mis en place. ouais, ouais, ouais. Ce qui fait que de toute façon, heu même avec la capture au taquet, capture artificielle au taquet, de toute façon, les baisses des émissions par personne sont tellement gigantesques Oui, que de toute façon, il faut baisser les émissions par personne, ça c'est sûr. En revanche, heu, comment on baisse ces émissions? En fait, ce qui est sûr, c'est que dans tous les scénarios de transition, il y a 3 choses. Il y a un de la sobriété, 2 de l'efficacité, et 3
des énergies bas carbone qu'on déploie et dans tous les scénarios, il y a ces 3 ingrédients. La question et là après c'est des questions politiques, c'est à quel point on monte ou pas, les 3 leviers. Donc la sobriété, même dans les rapports, de l'AIE, qui sont plutôt techno, solutionnistes, techno-optimistes en tout cas, il y a de la sobriété. Donc par exemple, dans le rapport, c'est on passe à 110, kilomètres/heure, la vitesse maximale sur autoroute. Voilà, on Et reste. qu'est alors, est-ce qu'on peut s'arrêter, 2 minutes pour Ouais, définir les 3 termes que tu as employés? ah ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, ouais. je pense qu'on donc on va Mmh. commencer par sobriété. C'est quoi la sobriété? Pas la Alors oui, définition du DICO, mais en quelque fait, oui, chose. alors il y a la définition du DICO, il y en a plein et Mmh. le GEC en donne une de manière simple, c'est moins de quelque chose. Ça voilà, ça c'est D'accord, OK, donc bon, OK, moins de kilomètres en voiture, moins de viande. Ça pour les OK, trucs où, il fait moins chaud, on se chauffe à 19, chez soi ou OK, moins. Ça c'est d'accord, un. Heu, la deuxième c'est efficacité et énergétique. Donc c'est on a le service, la viande, les kilomètres en voiture, en avion et cetera et on arrive à consommer moins d'énergie pour ce même service et donc par exemple, on isole sa maison et donc on utilise moins d'énergie pour le même service, à savoir la température de consigne à ou plus OK, bas. Hem et dernier, c'est les énergies bas carbone. Donc il y a toujours une demande énergétique résiduelle, même quand on est passé par la sobriété et l'efficacité et cette énergie, on va la produire avec, des énergies bas carbone qui OK, sont, voilà, qui sont, voilà, qu'on connaît assez bien. Donc les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, l'hydroélectricité, le nucléaire et après, biogaz, biocarburant, et biomasse. OK, d'accord, très clair. Du coup, une 3e question que j'avais notée, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'empreinte, carbone et les émissions territoriales? Je pense qu'on va se concentrer sur la France, non? Oui, oui, Si oui. ce sera Ouais, plus ouais. simple. Voilà, donc où on en est en termes d'émissions, par pays, enfin pour nous et en termes d'émissions par citoyen? Ouais, alors très bonne question et tu as dit, émission territoriale et empreinte et donc là, il faut être pour les Il citoyens, faut c'est important d'avoir bien la différence en tête. d'accord, Donc vas-y. les émissions territoriales, c'est les émissions on prend, qui ont lieu sur le territoire. Mmh mh. Heu, on découpe la carte de la France et on regarde les émissions qui sortent, à l'intérieur de ce territoire et donc quand on divise ces émissions par le nombre de personnes, enfants compris, on est à 7 tonnes CO2 équivalent personne et par an. Quand je dis CO2 équivalent, c'est qu'on compte tous les gaz à effet de serre. Oui, ça c'est un point que j'avais noté tout à l'heure, hein. On parle beaucoup de CO2, mais il faut pas oublier qu'il y a tous les gaz à effet de serre qui rentrent en ligne de compte, hein, notamment le méthane et qui sont parfois beaucoup plus méchants que le CO2 en lui-même. Ouais, alors je précise alors, je termine avec l'empreinte et après je Vas-y, reviens vas-y. Ouais, l'empreinte, donc l'émission territoriale et sur l'empreinte. l'expérience et après l'empreinte, là on est à 10 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an. C'est Ouais, différent. Pourquoi? Parce que des 7 tonnes, on va en enlever 2 qui sont les émissions des trucs qu'on produit et qu'on va exporter, donc on arrive à 5 et on va compter les émissions de CO2 qui ont eu lieu pour les choses qu'on va consommer et qu'on va importer en France et donc on fait 5 plus 5 égale 10 attends, égale c'est énorme. C'est-à-dire qu'on enlève dans les 7 2 tonnes parce qu'on produit des choses et on les exporte, oui. mais on rajoute 5 tonnes qui correspond à tout ce qu'on fait venir, en dehors de la France, que ce soit alors ça inclut les énergies, les énergies transformées, le fossile, c'est biens de consommation, ça inclut tout ça? Alors, non, oui, non, c'est donc, par exemple, le pétrole qui est extrait en Arabie Saoudite et qui est consommé en France voilà, ça c'est déjà dans l'empreinte territoriale parce que c'est l'émission, elle a lieu en France. D'accord, En revanche, c'est, le pétrole, saoudien, mais qui a été utilisé, en Chine pour produire une voiture qu'on va après d'accord. importer, et consommer en France. Alors là, ça compte on compte dans l'empreinte et pas dans l'inventaire. OK, Oui. très clair. Donc là, on a bien défini, hein, j'espère que c'est clair pour tout le monde, les émissions territoriales, qui correspondent à, 7 tonnes de CO2 équivalent par habitant en France, enfants Ouais. compris, et l'empreinte carbone de tout le monde qui inclut nos biens de consommation, produits à l'étranger et cetera, qui est 10 tonnes de CO2 et ça, c'est cette image-là, elle est importante parce qu'on voit circuler sur internet, l'empreinte carbone de la France par rapport à l'empreinte carbone de pays d'Asie et c'est vrai que c'est impressionnant, en fait, l'écart, en termes de production et cetera. Mais Alors c'est un peu vite oublié, cette partie d'empreinte, qui correspond à notre consommation. oui et alors donc en France, en empreinte, on est à 10. Par exemple, un Américain, il est au-dessus de 20. Un Qatari, il doit être au-dessus entre 40 et 50 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an. Ah Donc, ouais, vraiment gigantesque. Mais un Chinois est à une 8 et ce qui est assez important à voir, c'est que son empreinte est assez proche de son inventaire.
Donc en fait, les Chinois, on aurait tendance à penser que, l'inventaire est gigantesque et l'empreinte est faible chez les Chinois parce qu'en fait, ils produisent beaucoup et ils exportent, dans le reste du monde. Mais en fait, ils consomment en fait, maintenant, ils produisent beaucoup pour leur Ouais. propre consommation, donc finalement, c'est assez proche. Ouais, si on débunk un peu, cette news, hein, aujourd'hui, ce qui est produit en Chine, majoritairement, est consommé en Chine, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Complètement. OK, Ouais, OK, presque et un ça, c'est clair. Sultan et un Somalien est à 0,1 tonne. Voilà, pour donner un peu des grandes, voilà, Ouais, de heu d'accord. pour donner un Mais peu tout à l'heure, du coup, donc là, on vient d'expliquer un peu où on en est. Heu, je veux pas aller trop vite, mais voilà, après, du coup, on a fixé un objectif de neutralité carbone. Donc du coup, comment on arrive à ce 2 tonnes? Et tout à l'heure, je ouais, t'entendais parler même ce 0,2 tonnes. Alors oui, du coup, il y a un une facteur 10, donc c'est bah un oui, truc de eh c'est oui, un donc vas-y, explique-nous un petit peu oui, c'est ce cheminement-là. exactement, et d'ailleurs ça permet de faire le lien avec les autres gaz à effet de serre dont j'ai pas parlé encore. Donc Ouais, ah, c'était la tonnes, question. ouais, les 10 tonnes de l'empreinte d'un Français moyen en 2019, pré-Covid, il y a, du CO2, du méthane, du protoxyde d'azote et d'autres choses que je vais détailler parce qu'en fait, c'est assez important de les avoir tous en tête parce qu'en fait, même certains sont petits maintenant, mais comme l'objectif c'est 2 tonnes, même un truc qui pèse entre guillemets que 0,5 tonnes maintenant, bah, en fait, pourrait enfin, ça va être gigantesque, si on n'y touche pas, si on n'arrive pas à le baisser à horizon, 2050 pour les 2 tonnes. Donc, en fait, il y en a, hem, donc il y a, plus de 7 tonnes et demie, c'est du CO2. Il y en a 7, c'est parce qu'on brûle des énergies fossiles. On utilise de l'énergie, charbon, pétrole, gaz, de différentes manières et donc quand on les utilise, c'est du CO2, voilà. Il y en a il y en a 0,5 tonnes, c'est aussi du CO2, mais ça vient de la déforestation importée. Donc en fait, on brûle des arbres, en Indonésie, au Brésil, en Amazonie pour, libérer des espaces agricoles. On va faire pousser des choses dessus, on va les donner à manger aux animaux, on va les manger en France et ça, c'est de la déforestation importée qui est estimée à 0,5 tonnes. Voilà. Donc on est à 7,5 et ensuite, il y a du méthane et du protoxyde d'azote. Donc le méthane, au niveau mondial, c'est 40 le roux des vaches, et 40 les fuites de méthane. Donc on extrait du méthane du sous-sol à un endroit, on le transporte, il y a des fuites dans le pipeline pour, le CO2, le CH4, le méthane sort, dans l'atmosphère et réchauffe. Et puis il y a et donc les 20 c'est les rizières et complètement des déchets. Voilà, donc ça, c'est le méthane et le protoxyde d'azote, c'est un gaz à effet de serre très puissant, comme le mét comme le méthane d'ailleurs, plus puissant les 2 que le CO2, heu et le protoxyde d'azote, pardon, lui, il est émis parce qu'on met de l'azote dans les champs pour faire pousser les plantes, augmenter les rendements. Une partie réagit avec l'oxygène de l'air et fait un gaz à effet de serre. Ah tiens, d'accord, c'est intéressant, je savais pas, ouais. On en parle peu, mais c'est du coup, ça participe à l'impact du secteur agricole, j'imagine, quand on parle Exactement. d'impact. D'accord. Et donc en Et fait du dans vas-y. l'agriculture, en fait, l'impact climatique de l'agriculture, c'est très peu le CO2, c'est beaucoup le méthane et le protoxyde d'azote. Et D'accord. pour terminer sur, là, les 10 tonnes, il y en a aussi donc il y a une partie, c'est les traînées de condensation. Parce que quand les avions, volent, on voit des traînées blanches, qui sont derrière eux. Et parfois, ces traînées blanches se transforment en cirrus, qui sont des nuages et ceux-là, ils vont réchauffer le climat. Donc c'est pas des gaz à effet de serre, enfin dans le sens, c'est pas du CO2 quoi, c'est de la vapeur d'eau. Mais comme c'est de la vapeur d'eau qui a pas l'habitude d'être aussi haut en altitude, ça réchauffe le climat, fortement via les cirrus. Et ça, OK. c'est important, c'est que, l'effet hors CO2 là, de ces cirrus et ces traits de condensation, c'est 2 à 3 fois plus important que l'effet réchauffement climatique issu du kérosène. Donc en fait, l'effet de l'aviation est beaucoup plus important par les cirrus et les traits de condensation que par le kérosène qu'on brûle. Et donc ça, c'est, important à avoir. C'est complètement fou et c'est à garder en tête quand on parlera en deuxième partie de ces Oui. actions citoyens. Et du coup, ça, est-ce que ça a un rapport avec les concepts de neutralité carbone, neutralité climatique, neutralité on entend, parce qu'on parle souvent de neutralité carbone, mais en fait, du coup, ça cache un peu d'autres, concepts de neutralité Exactement. et Ouais. Donc dans la neutralité climatique, y compris la neutralité carbone, parce que normalement quand on parle de neutralité carbone, on parle de neutralité, CO2, en fait. Et mmh donc et il y a souvent quand même un gros flou, de quoi on parle. Voilà, c'est souvent, voilà, il y a pas mal de choses à clarifier. Donc, on parle souvent des 2 tonnes. Quand on parle des 2 tonnes, c'est, 2 tonnes tout gaz à effet de serre confondu, en 2050, au niveau mondial, si on est 10 milliards. Dans ce cas-là, heu, il y a pas mal d'incertitudes, mais probablement qu'on serait assez proche de la neutralité, climatique, probablement. Mais en fait, c'est bien possible qu'il faille baisser encore après.
D'accord. Et en fait, hem, sur les 2 tonnes, comme c'est tout gaz à effet de serre confondu, ça dépend comment on ventile entre les différents gaz à effet de serre. C'est pour ça que je donnais celui de, l'exemple de l'AIE. L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, ils disent: «Bah, en fait, on s'occupe, bah, de l'énergie et on pense qu'on est capable, avec la technologie, de la sobriété, beaucoup d'efficacité, de baisser, de plus de 7 tonnes de CO2 en France à 0,2 tonnes, 0,2 tonnes, donc tout petit et en fait, ça laisse un budget pour le protoxyde d'azote, le méthane et le reste pour arriver autour des 2 tonnes. Voilà. OK. Et du coup, c'était quoi le rapport avec le 0,2 que tu as mentionné tout à l'heure? Bah, c'est ça, c'est que les 0,2 tonnes, c'est juste qu'on prend le CO2 OK, et ça d'accord, OK, ouais, c'est que le CO2 et donc là, ces émissions de CO2 là, on est, l'AIE est confiant dans le fait de réussir à capter ces émissions de CO2, par, les forêts, les océans et d'accord. les pluies artificielles. OK, donc là, on va juste rassurer les gens, vous avez pas besoin de faire le distinguo quand on va vous donner, des actions concrètes à mettre en œuvre ou, des objectifs, ça inclut un peu tout ça. Vous avez pas besoin de faire le calcul, par gaz et par molécule, chez vous, ça ira. Surtout que, comment dire? Là, c'est des objectifs à horizon 2050, voilà, un peu pour les experts, voilà. Quand on est dans son quotidien, en fait, c'est les actions, elles sont, en fait, assez faciles, voilà. OK. Est-ce que tu avais d'autres choses à aborder, par rapport à justement à cette neutralité carbone Oui, climatique? oui, Hem, parce que alors, en fait, hem, justement, comme dans l'AIE, on est très, 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 très bas, c'est pas 2 tonnes, c'est 0,2 tonnes c'est juste de CO2 par personne. En fait, ce qu'il faudrait réussir à faire, pour le grand public, c'est 0 CO2, en fait. C'est pas 2 tonnes, c'est 0 CO2 parce qu'en fait, pour être à 0,2 tonnes par personne, ça veut dire que dans son quotidien, en 2050, un Français ne devra plus utiliser une goutte de pétrole, une molécule de gaz, et évidemment pas de charbon. Hem et c'est juste qu'il y a des industries qui n'arriveront pas entièrement à se décarboner et qui, dans leur processus, utiliseront quand même encore un peu de pétrole et dans ce cas-là ou de biocarburants, ça fera quand même un peu de CO2 et dans ce cas-là, quand on affectera ces émissions aux citoyens parce qu'il va consommer le service de l'entreprise, alors ça fera un peu de CO2 et dans son quotidien, il y a plus de chaudière à gaz, il y a plus de voitures à pétrole, c'est évident en 2050. Il y a voilà, il y a on utilise plus d'énergie fossile. Sinon, ça vraiment, ça c'est même pas possible. Enfin, on peut pas y arriver, heu, ouais. ouais, Ça alors ça ça, si on raisonne d'un point de vue, sociétal et global, on va rentrer on se prend 5 minutes pour faire un peu du débat là. ouais, 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 ouais. Si on rentre un peu dans du sociétal au niveau mondial, c'est-à-dire que se fixer en 2050 plus de consommation de charbon et plus de consommation d'énergie fossile, c'est juste du délire en fait en termes d'objectifs. Alors ça, au niveau personnel, ouais. Mais Au ça, niveau au niveau personnel, j'entends, niveau au niveau personnel, ouais. personnel. Mais si tu prends des territoires, tu prends l'Asie, un peu des territoires qui sont en pleine croissance, ou le Moyen-Orient, ils basent toute leur économie sur les énergies fossiles. On a du mal à imaginer quand même, même en Europe, hein, je veux dire, aujourd'hui, on voit avec la crise du gaz, on a compris la dépendance qu'on avait, hein, que ce soit déjà en France et dans d'autres pays, vis-à-vis, du gaz. Je crois Ouais, que les gens n'ont pas forcément conscience de la dépendance qu'on a au niveau, européen, on est avec le charbon et puis, bah, voilà, quand tu sors de l'Europe, l'Asie, tu une économie en pleine croissance, le Moyen-Orient, des économies en pleine croissance. On a quand même du mal à imaginer que ces pays-là, au niveau des individus, vont se passer des énergies fossiles et du charbon, d'ici 2050, non? alors ouais, alors moi ça me paraît évident que la tâche est titanesque. C'est, enfin, gigantesque. Hem et on voit bien que c'est hors de question, actuellement, par exemple en français, prenons juste un français, de s'imaginer. Enfin, il faut des changements collectifs qui permettent d'avoir des services apportés aux citoyens pour qu'ils puissent, se passer de ces énergies fossiles. Il faut que ça soit accompagné, il faut que ça Mmh. hem et pour reven donc déjà en France, enfin c'est très ambitieux et du côté chinois, par exemple et ben, alors ça l'est encore plus, mais leur plan, par exemple, de développement, est vraiment là-dessus. Alors eux, ils ont, leur objectif de neutralité, c'est pas 2050, c'est 2060 et c'est logique et c'est légitime parce que comme ils ont moins émis historiquement, heu et ben, c'est logique qu'ils aient droit à un peu plus de rab, voilà. Mais ça reste quand même sacrément ambitieux et ils ont bien l'ambition de se passer quasiment de charbon pour leur électricité, alors qu'actuellement, c'est la moitié du charbon pour faire de l'électricité qui est consommée en Chine en ce moment et avec un développement, mais absolument massif des énergies renouvelables. Enfin, pour donner un ordre de grandeur,
Nous, en 2050, si on est, autour de la neutralité carbone, on sera à 50 gigawatts de parcs éoliens offshore et onshore, donc les 2 types d'éoliennes sur terre et sur mer. 50 gigawatts en 2050, autour de ça, 50 gigawatts. Hem, les Chinois, dans 2 ans, ils lancent la construction d'un parc et ce parc fera 43 gigawatts dans 12 ans quand il sera terminé. Donc, les Chinois, dans 2 ans, lancent un parc qui aura la puissance quasiment de ce que nous aurons dans tout notre parc français en 2050. Donc ils se lancent dans un truc à corps perdu, hem, et de manière assez coordonnée et volontariste. Chaque année, la Chine installe autant de capacités de renouvelables que les États-Unis dans toute leur histoire. Et ça, ils le font donc voilà, en 2021, en 2022, en 2023, voilà, sur les 5 années. Donc Et toi, donc ouais, donc OK. en tout cas, ils ont bien compris qu'ils avaient un gros problème de réchauffement climatique parce qu'en fait, de toute façon, tant qu'on n'y arrive pas à ces fameux autour de 2 tonnes par personne, voire même plus bas, après, tant qu'on n'y arrive pas, le climat, continue à chauffer et on va finir par rôtir. Donc bah, oui, ça fait des gros changements, mais en fait, c'est quoi l'alternative? Bah, l'alternative, elle est vraiment, vraiment pas, souhaitable. Le truc, c'est comment on fait pour que ce scénario avec plus d'énergie fossile, il soit, socialement acceptable, que les gens voient des co-bénéfices, voient des bénéfices, sur la santé, sur, la pollution, sur, le temps de travail, sur, enfin, ouais, plein de choses. Ça, c'est bon, ouais, c'est le défi de la génération, quoi. Les consommations de fossiles aujourd'hui hors électricité, parce qu'on parle souvent, on fait souvent on Oui, confond souvent, oui, oui, oui. consommation d'énergie fossile, charbon et on pense tout de suite à la génération électrique. Donc le cerveau humain et le cerveau politique fait tout de suite le lien avec les énergies renouvelables. Or, heu, l'électricité, c'est qu'une petite partie de la consommation des énergies fossiles. C'est quoi les autres secteurs qui consomment énormément d'énergie Oui, fossile aujourd'hui? ouais, mais ça, alors super question. Alors, par exemple, sur les 10 tonnes qu'on a en France en CO2, il y en a 4 tonnes. Quand on compte les importations, il y en a 4 tonnes, c'est le pétrole. Il y en a, 2 un peu moins de 2 tonnes, il y en a non, 1 tonne, pardon, c'est, le charbon pour faire de l'électricité. Sauf qu'en fait, on fait très peu de charbon, d'électricité avec du charbon en France, mais comme on importe des choses qui sont faites en Allemagne ou en Chine et qu'elles ont été faites avec de l'électricité au charbon, alors ça compte. Donc, la 1re énergie consommée dans le monde, c'est le pétrole et dans le monde, en France et ça fait ces 4 tonnes. Après, il y a le gaz, qui est au un peu plus d'1 tonne en France, et aussi un peu de charbon et donc c'est sûr que c'est 80 de l'énergie qu'on consomme dans le monde, c'est des énergies fossiles et il faut passer à, moins de 20 entre 10 et 20, ouais, 10 et 20 pour 2050. C'est Ah donc ouais. c'est pour ça qu'il y a ces fameux ces 3 piliers: sobriété, efficacité, énergie bas carbone. Parce que sans sobriété, l'efficacité même à fond les ballons n'est pas suffisante pour que les énergies renouvelables prennent le relais. Donc il faut un peu baisser la demande, la demande résiduelle, isoler ces logements et cetera pour qu'il y ait encore moins de demande énergétique, électricité compris et après, prendre le relais avec des énergies renouvelables, sachant que pour faire de l'énergie bas carbone, l'électricité, photovoltaïque, éolienne, nucléaire pour ceux qui apprécient, font vraiment très, très peu de CO2 et donc c'est à privilégier et c'est pour ça que dans tous les scénarios, l'électricité augmente, parce que c'est facile de faire, entre guillemets «facile», Ouais, faire de l'énergie avec peu de CO2. donc transformer une partie de nos usages, en usage électrique et produire cette électricité à partir d'énergie bas carbone. Ouais. On fera un épisode, je ne sais pas encore avec qui, mais spécialement dédié à la génération, électrique et au mix électrique, parce que je pense que ça demande vraiment un épisode, Oui, dédié oui, et une oui. vulgarisation du sujet parce que j'ai tellement de questions. Alors, les questions, elles sont, le dimanche midi, au repas de famille et du coup, ça saoule tout le monde parce que je commence à en parler. Mais, tout le monde se pose ces questions-là, dans son entourage et cetera, donc c'est important d'y dédier un moment, particulier. On a bien compris, en conclusion de cette première partie qu'il y avait, donc aujourd'hui un Français moyen, son empreinte, c'est 10 tonnes de CO2. Il y a 3 piliers d'action, c'est la sobriété qui est, réduire, 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 hein, moins consommer, rouler moins vite et cetera, mais on va détailler tout ça après. L'efficacité des systèmes, donc on a besoin de la technologie pour améliorer l'efficacité des systèmes et le développement des énergies bas carbone. Arthur, on arrive à la fin de cette première partie. Si c'est ton instant promo, tu en auras un deuxième à la fin de la deuxième partie. Donc là, bah, tu as 30 secondes, 1 minute pour faire ton instant promo et puis voilà, à toi. Oui, alors, bah, l'instant promo, c'est pour Horizon Décarboné parce que, il y a pas mal d'entreprises qui ont fait la fresque du climat et après ils se disent: «Mais mon Dieu, quelles sont les solutions?»
Avec Horizon Décarboné, de manière simple, avec des cartes, on arrive à, créer l'empreinte carbone en 2050 à 2 tonnes de CO2 pour, une personne qu'on un personnage qu'on est en train de créer. Et donc, ça permet de se projeter et surtout, ça permet d'intégrer les choix collectifs. Parce que le truc, c'est que si on n'intègre pas les choix collectifs gigantesques, on n'y arrive pas en fait aux 2 tonnes. Donc c'est, un jeu où on intègre les choix collectifs et on voit que l'individu peut s'en sortir et en fait même avoir une vie, souhaitable en 2050. On vous met le lien, d'Horizon Décarboné dans la description du podcast et sur la page de l'épisode, sur le site internet, sur la page du blog. Voilà, c'est la fin de la première partie de cette interview passionnante et j'espère que vous vous êtes régalés. Rendez-vous mercredi pour la diffusion de la deuxième partie. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur newsletter.planeteinger.fr, le lien dans le descriptif, pour ne rien rater de l'aventure du podcast. À bientôt!